septembre. Vous avez la liste des décisions. Y a-t-il des interrogations? Je vous remercie. Allez-y. Bonsoir à tous. Concernant la première décision, la décision numéro 106, une interrogation simplement concernant le bien. Je crois que c'est le bien qui est juste derrière nous au niveau du boulevard Paul Vaillant-Couturier. Ce qui m'interpelle, c'est le montant lié aux frais d'agence. On a un bien qui coûte à peu près 40 000 € pour des frais d'agence qui s'élèvent à 10 000 €, ce qui semble anormal. Malheureusement, en fait, bonsoir à tous et à toutes. Malheureusement, les frais d'agence, ce sont les agences qui les fixent, selon pas nous. D'autant plus que c'est une préemption. Donc en fait, il aurait fallu que le futur acquéreur négocie les frais d'agence avec le futur propriétaire sur ça. Ce qui n'est pas le cas. Donc nous, quand on préempte, on prend le tout dans sa globalité, avec les frais d'agence. Peut-être on n'a pas le nom de l'agence immobilière. Est-ce qu'on pourrait avoir des informations là-dessus sur quelle est l'agence immobilière sur cette préemption? Non, à ce niveau, on reste. Non, ça reste. On n'a pas à donner des noms d'agences, ni des futurs, ni des propriétaires qui vendent, ni des futurs acquéreurs évincés. D'accord. Parce que, enfin, globalement, je pense que beaucoup d'entre nous ont idée qu'est-ce que c'est que des frais d'agence. Mais globalement, on a normalement des frais d'agence, c'est entre 4 et 10% maximum de la valeur du bien. Et on le verra sur la décision qui concerne la préemption au niveau de l'avenue du 6 juin 44. On n'est pas sur un quart de la valeur du bien. Donc on est vraiment sur des frais d'agence qui sont quand même exorbitants. Alors, la DIA d'origine est de 55 000 €. D'accord. Elle n'est pas de 40 000. Ça, c'est le prix que nous avons proposé pour préempter. Pourquoi ce prix? Parce qu'en fait, toutes les préemptions que nous avons faites, toutes les acquisitions que nous avons faites sur cette copropriété était de l'ordre d'un montant de 40 000 € en moyenne. Donc à partir du moment où on préempte sur cette copropriété, on prend toujours la même valeur qui doit être égale aux uns et aux autres. C'est quelque chose qu'on peut justifier. Donc effectivement, par contre, les frais d'agence, malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négocier. Ça, c'est... Voilà. Donc vous nous dites que les frais d'agence ne sont pas régulés en France globalement, c'est ça ce que vous nous dites? Absolument pas. Oh là, j'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que vous nous dites alors? Ce que je viens de dire, sont fixés par l'agence comme elle le souhaite. C'est une préemption, voilà, ni plus ni moins. Donc en fait, les frais d'agence ont été fixés dans le cadre d'une vente entre un propriétaire et un acquéreur. L'acquéreur aurait dû négocier cela à l'origine. Il a laissé les frais de l'ordre de 10 000 € pour une vente de 55 000 €. D'accord. Si on ramène ce ratio, effectivement, on est quand même un petit peu supérieur. On est plus proche des 7-8% que des 20% quand on ramène sur les 40 000. Mais 45, c'est comme ça. C'est les frais qui vont avec. D'accord, très bien. Merci. Même question. Oui. La question sur la même décision. Dites-moi. Quel est le projet de cette acquisition? Alors le projet, aujourd'hui, on ne sommes pas du tout propriétaires de toute la copropriété. Il faut savoir que c'est une copropriété qui est insalubre. Vraiment, il y a de gros dysfonctionnements d'un point de vue technique. Donc en fait, à force d'acquérir de plus en plus de l'eau, on va pouvoir influencer les copropriétaires dans leur globalité pour effectuer des travaux d'envergure. Les travaux d'envergure sont vraiment conséquents. Si vous avez un peu le temps, vous rentrez dans la copropriété, vous allez derrière la cour et vous levez la tête. Vous allez voir l'état de la toiture. C'est juste incroyable. C'est juste là, c'est juste en face. Vous allez voir et vous allez comprendre. Et c'est pour ça que nous, on souhaite influencer les copropriétaires et pouvoir acquérir. Et pour cela, il faut avoir un levier. Le seul levier qui existe dans la copropriété, c'est d'en devenir propriétaire. Et comme ça, on peut influencer considérablement le vote au niveau de leur habitation. Très bien. Merci. T'en prie. Une autre question sur la décision numéro 108, sur l'intervention de l'association La Croix-Rouge française. Je crois que c'est au niveau de la maison Daniel Mitterrand, au niveau du CCAS. Moi, j'avais juste une question. Donc, c'est bien la Croix-Rouge qui va assurer l'épicerie sociale et solidaire. C'est bien ça? Oui, c'est ça, exactement. Super. Une autre question concernant la décision numéro 109 sur le dépôt d'un permis de construire relatif à la fermeture du préau pour la création de 2 classes à l'école élémentaire Paul Langevin. Lors du dernier conseil, on avait eu un échange sur l'état de nos écoles communales et on m'avait fait état qu'effectivement on n'avait pas de problématique au sein de nos écoles,
et que évidemment la fermeture du préau n'avait pas de lien avec le fait que nos écoles soient surchargées ou qu'on ait beaucoup plus d'élèves par classe ou dans nos écoles, en fonction de ce que vous m'aviez dit. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que ce préau aujourd'hui est fermé et comprendre autant. On ne parle pas de nouvelle école, on parle d'une école qui est existante et d'un préau qui va être fermé et qui va être transformé en 2 classes. Là, c'est dit que c'est fermé en 2 classes. Ouais. En tout cas, c'est ce qui est noté, monsieur le maire. D'accord. Je vais répondre. En fait, c'est une régularisation. Pour le coup, ce sont des travaux qui ont été effectués en urgence. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une décision qui a été faite par l'INE, d'ouvrir une classe. Et les enfants étaient à l'étroit. Le seul moyen, le seul endroit où on pouvait ouvrir une classe, c'était sous le préau. Voilà, tout simplement. C'est vraiment des travaux en urgence, et c'est pour ça qu'on les régularise aujourd'hui à la demande de l'IN qui a décidé de l'ouverture d'une classe. Si je poursuis sur l'école Paul Langevin, il me semble qu'aujourd'hui, quand on passe devant l'école Paul Langevin, on a déjà 2 préfabriqués, 2 Algeco. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui, les élèves n'ont plus de préau, en tout cas la communauté éducative globalement n'a plus de préau, et que de surplus, 2 classes sont assurées dans des préfabriqués. C'est bien cela, donc ça c'est l'état alors de l'école Paul Langevin. Ma question c'est donc, aujourd'hui l'école Paul Langevin arrive à la limite d'accueil et que finalement on transforme un préau pour y accueillir davantage. J'entends que c'est à la demande de l'IUN qu'on demande une ouverture de classe, moi je l'entends parfaitement, mais ça montre que bien évidemment aujourd'hui nos écoles sont surchargées. Je vais vous répondre. Allez-y, je vais juste faire le lien entre ce que vous aviez dit l'autre jour, parce que vous faisiez le lien entre la bétonisation et la construction de logements et les classes. Là vous obérez de faire le lien. Donc, si vous n'écoutez pas ce que je dis, non, vous n'écoutez pas. Ah non, j'ai tout dit. Vous aviez fait le lien l'autre jour entre la bétonisation de Goussainville, donc la construction de logements, c'est ce que je reprends vos termes, et les classes. Est-ce que vous avez prévu des équipements? Je vous avais répondu en vous disant qu'effectivement, il y a 2 écoles de prévues. Une au niveau des grandes bornes et une au niveau de la gare. Ce qui se passe aujourd'hui à Paul Langevin ne fait en aucun cas, n'a aucun lien aujourd'hui avec le projet de la ville. Donc s'il y a une nécessité d'ouverture de classe, c'est la continuité de la démographique de Goussainville. Ça, on ne peut pas faire grand-chose. Pour autant, la fermeture du préau, mais Ali vient d'arriver à pouvoir bien y répondre mieux que moi, c'est une forte demande de la directrice. On est bien d'accord, Ali? Moi, j'ai jamais été pour fermer le préau, mais ensuite, l'IEN ainsi que la directrice, et j'ai tendu là-dessus, j'ai été dans leur sens. Pour autant, ce qu'on a dit dans le précédent conseil municipal reste vrai. Il y a eu plus de fermetures que d'ouvertures de classe cette année. Donc on n'est pas rentré dans le détail des ouvertures où est-ce qu'elles étaient, mais il y a eu 8 ou 9 fermetures pour 2 ouvertures de classe. C'est exactement ce qui s'est passé. Ali, sur la fermeture du préau, tu peux peut-être en dire plus de Paul Langevin. C'est quoi les salles et les deux Algeco sont-ils occupés à l'extérieur ou un seul des 2? D'accord, bonsoir à tous. Alors pour la fermeture du préau de Paul Langevin, déjà ça se fait dans le cadre du PPI. On avait commencé déjà depuis 2020, lorsqu'on est arrivé, à travailler justement sur cette prospective scolaire. Et donc il y avait 2 préaux qu'on devait fermer parce qu'il y avait des Algeco. Donc je le répète, on a fermé le premier, c'était celui de Gabriel Péry, c'était plus important là-bas. Et ensuite, on a fermé l'année dernière le deuxième, celui de Paul Langevin, pour 2 choses. La première, c'est l'accueil des enfants le matin. Les enfants qui étaient à Paul Langevin le matin étaient accueillis sur cette école, devaient prendre le car et ensuite aller jusqu'à Gabriel Péry. Aujourd'hui, ils sont accueillis directement dans l'école pour le pré- et post-scolaire. Et ensuite, ça répondait aussi à la problématique du nombre d'élèves dans cette école qui étaient dans des préfas. Donc on a enlevé les préfas et puis on a mis des élèves dans une salle de classe à côté de cet espace-là qui est dédié au pré- et post-accueil centre de loisirs. Merci Ali. Et je précise aussi que le préfabriqué qu'on a remis, c'était aussi à la demande de la directrice.
Et par contre, vraiment, la remarque sur le fait est que les enfants sont dans des conditions déplorables alors qu'on injecte 800 000 € par an à la commission travaux. Et c'est arbitré par les directeurs. Donc, c'est-à-dire que les travaux que nous priorisons, c'est arbitré par les directeurs. Donc, c'est à leur demande qu'on a priorisé la fermeture du préau. Et en plus, en régie, il y a eu plus de 1200 interventions en régie, rien que sur l'année 2024. Donc, nous dire que c'est dans des conditions déplorables et qu'on ne fait rien, c'est très facile. Et puis, essayer d'apporter des éléments aussi quand vous avancez des trucs, parce que sinon, on ne comprend pas ce que vous voulez dire. Donc, apporter des éléments justificatifs. Parce que dire que c'est dans des conditions déplorables sans donner d'exemple clair, on ne comprend pas en fait. D'accord. Merci. Alors pour être référente de cette école, j'ai assisté au conseil d'école la semaine dernière et les représentants de parents d'élèves et la directrice sont très très ravis de ce préau, sachant que dans cette école, nous avons à peu près entre 30 et 35 enfants qui sont en situation de handicap. Il y a une Ulysse qui s'est ouverte en 2012. Depuis 2012, ils avaient une Ulysse, comme une boîte de conserve. Donc je pense que là, on les a bien satisfaits. Et ils l'ont verbalisé lors du conseil d'école. Voilà. Y a-t-il une autre question sur d'autres décisions? Moi, si je peux répondre, mais merci pour vos... Alors, excusez-moi, vous êtes là pour poser des questions, on est là pour répondre. Vous n'êtes pas là ensuite pour nous répondre. J'ai des questions. Voilà, allez-y. Voilà, si vous avez des questions. Allez-y. On peut s'exprimer malgré tout. Bien sûr, bien sûr. Merci, parce qu'il y a des éléments qui ont été dit. On m'a demandé des éléments factuels. J'en ai donné 2 algéco, c'est factuel, c'est du concret. C'est-à-dire qu'on a 2 algéco dans une école, ça signifie que l'emprise au sol, l'école en tant que telle, n'est pas suffisante. C'est pas pour rien qu'on a 2 algéco. On les a pas mis là-bas pour stocker du matériel. On sera d'accord là-dessus. Et quand je dis ça, c'est pas un reproche que je fais, etc. Mais tout à l'heure, quand vous nous disiez, monsieur le maire, que le lien entre la bétonisation, les fermetures de classes, les ouvertures de classes, etc., ça s'anticipe tout ça, monsieur le maire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut anticiper le fait qu'on va avoir une ouverture de classe ou qu'on va avoir des fermetures de classe. Et c'est comme ça qu'évidemment, on projette ou pas la construction d'une école. Très bien. En attendant, les 2 écoles, on les a pas. Elles ne sont pas encore sorties de terre. Peut-être qu'elles viendront, et je souhaite qu'elles puissent venir. Mais aujourd'hui, sur l'école Paul Langevin et sur d'autres écoles, le préau initialement a une fonction bien précise, c'est-à-dire lorsqu'il pleut, les enfants s'abritent et globalement le personnel s'abrite en bas du préau. Aujourd'hui, il n'y a plus de préau. Enfin, j'ai posé une question simplement toute bête, mais concrètement, quand il pleut, où est-ce qu'ils se mettent alors? Je comprends pas ce que... Enfin, j'ai du mal à comprendre. C'est une demande de l'école, c'est une demande de la directrice, c'est une demande des parents d'élèves lors des conseils d'école. Nous, depuis 10 ans, ils demandent ça. Ils ont demandé ça à la municipalité avant nous et à nous. Ça fait 4 ans que Madame Fage me dit, monsieur le maire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a répondu, vous avez entendu, mais vous avez entendu la satisfaction. Je vais répondre aussi à cette question depuis. Pour avoir auparavant travaillé dans cette école, les enfants, quand il pleuvait vraiment, les enseignants ne les sortaient pas. Pourquoi? Parce que ce préau était dangereux déjà. Il y a eu plusieurs accidents dont j'ai été témoin, un enfant qui s'est ouvert le crâne, bon là je ne vais pas donner de nom ou quoi que ce soit, mais à cause du préau qui glissait. Donc la directrice, de toute façon, dans tous les cas, que ce soit le préau ou la cour, c'était dangereux, donc les enfants ne sortaient pas en récréation à l'extérieur, mais faisaient leur récréation en classe. Donc dans tous les cas, en temps de pluie, on ne sort pas. Question sur une autre décision. Moi, c'est une autre question. Bon, on aura peut-être l'occasion de reparler des écoles. C'est sur la décision numéro 112 qui concerne la renégociation, le refinancement des contrats de prêt de la Caisse d'épargne Île-de-France. Ma question est en réalité toute simple. J'aimerais que M. Rico ou n'importe quel élu ici présent puisse m'expliquer quel est l'intérêt de renégocier ces emprunts. On a 3 emprunts qui... sont fusionnés en un seul. On vous écoute, Monsieur Rico. C'est assez simple. C'est que cette renégociation s'inscrit dans une stratégie financière destinée à financer notre PPI et nos investissements. Notre stratégie, c'est de ne pas utiliser, c'est de diminuer la dette et de ne pas utiliser la fiscalité. Donc il reste 2 possibilités, faire des économies et renégocier
les dettes, afin que le remboursement du capital sur la section d'investissement soit le plus faible possible. Donc, la renégociation de cette dette auprès de la Caisse d'épargne fait partie de cette stratégie financière. Je vous rappelle aussi que ces 3 prêts qui ont été renégociés ne sont pas des prêts de notre fait. Celui terminé par 2805 est un prêt de 3 millions qui a été contracté le 30 juillet 2015. Celui qui est terminé par 559 est un prêt de 3 millions qui a été contracté le 30 janvier 2016. Celui terminé par la lettre G est en date de 2022, donc il est de notre fait, mais il est destiné à réparer une énormité faite par Alain Louis, qui a contracté, c'est complètement fou, un emprunt de 3 millions d'euros in fine. In fine, ça veut dire en remboursement d'une seule fois, comme fait Bruno Le Maire pour la France. On voit où ça nous a mené. Donc ces 3 emprunts renégociés vont nous permettre de faire une économie sur le capital dû chaque année de 500 000 euros. Ce qui va évidemment augmenter cette possibilité d'autofinancement pour concrétiser notre PPI. J'ai 2 interrogations, Monsieur Rico. La première d'entre elles, c'est évidemment, c'est une bonne chose, c'est une simplification des emprunts que la ville a contractés depuis bon nombre d'années. Ma question, c'est qu'évidemment, ça a un coût de renégocier différents contrats et de les fusionner en un seul. Aujourd'hui, vous savez que les taux d'emprunt sont en train de diminuer et globalement, c'est une bonne décision, je le dis, mais je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre un petit peu parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce que nous dit la BCE, ce que nous dit les différents observateurs économiques, c'est que les taux vont encore plus chuter à l'avenir. Et qu'évidemment, aujourd'hui, l'emprunt, je crois qu'il est à 3,8, si je ne me trompe pas. Il a été renégocié à 3,8. Aujourd'hui, au sein des collectivités, globalement, les emprunts sont contractés entre 3,3 et 3,5. C'est ce que nous dit en tout cas la BCE. Donc je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre. Je ne dis pas que c'est une mauvaise décision, mais je dis qu'il aurait peut-être fallu attendre un petit peu pour avoir un meilleur prix. Il y a 48 000 euros de pénalité, on est d'accord ? Oui. Qui sont payés directement. Et il y a autre chose aussi, Monsieur Rico, et peut-être que vous allez nous en parler, c'est que cet emprunt, évidemment, il est renégocié, mais qu'évidemment, il va s'échelonner sur beaucoup plus de temps. On est d'accord là-dessus. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que je tenais à mettre en évidence. Et je reviens sur la question de la précipitation. Je pense qu'il aurait peut-être fallu attendre un petit peu pour avoir un meilleur taux au niveau de la renégociation de ces différents emprunts. Alors, ce qui importe, c'est effectivement la différence entre les taux initiaux de ces prêts et les taux renégociés. La différence n'est pas énorme du tout. Alors, je sais bien que les banques n'aiment pas trop qu'on divulgue les taux, mais enfin, sachez que les 3 emprunts, là, avaient une moyenne de taux aux alentours de 2,2. Et, comme c'est indiqué, on est à l'heure actuelle à 3,7. L'économie de 500 000 euros par an mérite bien cette petite différence de taux. Et c'est aussi une de nos volontés, c'est pas de faire le bien des Goussainvillois dans 14 ou 15 ans, mais de le faire demain ou en début de semaine prochaine. Pour ça, il faut faire des économies tout de suite. Absolument, Monsieur Rico, mais je crois qu'évidemment, il y a une dette qui va être héritée aujourd'hui, il y a un encours de la dette, on aura l'occasion d'en parler durant les prochains conseils municipaux qui concerneront le budget, mais je crois qu'évidemment, je le dis, c'est plutôt une bonne chose en tant que telle. Il y a peut-être eu un peu de précipitation, mais peut-être qu'évidemment, on endette aussi la ville sur du plus long terme. Peut-être que voilà. Non, on la diminue la dette. On la diminue à l'instant T, mais sur du long terme, les mensualités elles se poursuivent ou elles ne se poursuivent pas. En diminuant les remboursements du capital, ça nous permet de ne plus emprunter ou d'emprunter beaucoup moins. Donc on fait diminuer la dette mathématiquement. Elle a diminué, elle était à 56 millions.
Monsieur le maire, je parle sous votre contrôle, on est à 45 millions aujourd'hui, tout en ayant augmenté notre possibilité d'autofinancement par une diminution du capital sur la section d'investissement. Très bien, très bien. La décision numéro 120 sur la signature d'une convention de mise à disposition de locaux aux 4 rue des Pinsons à Goussainville avec 3 médecins généralistes. J'ai lu cette décision, je me suis plutôt réjoui, plutôt une bonne chose, parce qu'on avait parlé dernièrement des politiques de santé sur Goussainville. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire davantage, Madame Doucouré? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez me poser votre question, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de ce projet? On a 3 médecins qui s'installent. Est-ce que ce sont des nouveaux médecins, pas des nouveaux médecins? Alors, je vais répondre à votre question qui, au final, n'est pas une question, puisque là, on parle d'une décision. Donc, la décision, c'est sur la mise à disposition d'un bien qui appartient à la municipalité. Donc, j'imagine que vous voulez peut-être voir pourquoi on met à disposition ce local, non? Ah non, pas du tout, parce qu'on en a parlé la dernière fois. Je vous ai dit qu'au contraire, moi, je considère qu'il faut créer des mécanismes d'incitation pour que des praticiens et des médecins puissent s'installer à Goussainville. Moi, ma question est toute simple. Si je puis terminer, vous m'avez dit de me poser... Non, mais je pose ma question, regardez. Il y a des Goussainvillois qui nous regardent, ils apprennent qu'évidemment, il y a un cabinet qui va ouvrir. Laissez-moi répondre, donnez-nous davantage d'informations, c'est tout. Laissez-moi répondre, s'il vous plaît, si c'est pas trop vous demander. Alors, je reviens sur ce que je viens vous dire. La signature d'une convention d'occupation et une mise à disposition d'un local. Comme je l'ai dit depuis plusieurs mois, depuis le début de notre mandat, effectivement, il y a des Goussainvillois qui nous regardent. On va leur donner une réponse claire et limpide. Et de toute manière, depuis le départ, c'est ce qui se passe. Vraiment en toute transparence. Nous sommes en souffrance, en tout cas toute la France est en souffrance en termes d'attractivité médicale. Goussainville n'est pas une ville isolée. On a une politique d'attractivité depuis le début du mandat qui fait en sorte que nous nous donnons les moyens d'attirer des médecins. Là, notamment, c'est sur une mise à disposition d'un local. Donc, on accueille 3 médecins généralistes. Je vous en ai parlé au dernier conseil municipal. Je vous ai dit aussi au dernier conseil municipal que ce sont des nouveaux praticiens, donc ils n'ont pas de patientèle sur la commune. Donc, c'est une aubaine. Je vous ai dit aussi au dernier conseil municipal que c'était un centre de soins non programmé, ce qui signifie qu'on va pouvoir accueillir des patients avec une tranche horaire assez intéressante, de 9h à 18h dans un premier temps, et après, dans un deuxième temps, 7 jours sur 7, et pourquoi pas même du 24-24, c'est en fonction des praticiens. Et voilà, c'est une manière, parmi tant d'autres, d'attirer des praticiens, des médecins généralistes sur la commune. Voilà. Donc, c'est une mise à disposition du local à titre gracieuse. Et il reste à charge au niveau des médecins juste les charges qui leur incombent, tout simplement. Très bien. En tout cas, moi, je vous félicite là-dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. En cœur de ville, 3 nouveaux praticiens. Franchement, bravo. La décision numéro... Merci, franchement, ça me touche. Beaucoup. Je vous en prie. La décision numéro 122 qui concerne l'exercice du droit de préemption sur une maison au niveau du 32 avenue du 6 juin 44. Donc j'aimerais savoir pourquoi est-ce que la ville décide de préempter cette parcelle et évidemment quels sont les objectifs une fois que cette préemption est réalisée. Je vais répondre à la question. Concernant cette préemption, elle est située dans un lieu stratégique, clairement. On est sur l'avenue du 6 juin 1944, qui, comme tout le monde le sait, il y a un gros problème de stationnement. À proximité, la parcelle contiguë, il y a la MJC, qui est vouée à une démolition. Et en fait, dans le projet de renouvellement urbain sur ce quartier, on va démolir cette MJC pour construire un parking. Et cette maison, cette parcelle est contiguë. Donc en fait, on en profite pour justement pouvoir se projeter sur un futur parking. Qui plus est, cette maison, elle a été divisée en 6 ou 7 appartements. Donc on fait une pierre deux coups. On éteint une infraction qui est gravissime au niveau de l'urbanisme. Et dans le cadre d'un futur projet d'un parking, ça a du sens. Voilà pourquoi on décide de préempter. Très bien. Merci beaucoup. Donc ça a un rapport évidemment avec le réaménagement de l'avenue du 6 juin 44 et la création d'un parking. C'est bien ça, Monsieur Ziga?
On est d'accord. Très bien. La décision numéro 126, qui concerne une convention de partenariat avec l'association régionale des centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active. Donc, qui concerne un projet de financement de BAFA pour 15 jeunes goussainvillois. J'aimerais avoir des informations concernant les critères de sélection de ces jeunes-là. Ah bah ça va me faire un plaisir de vous répondre. Merci Jean-Marc. Alors, critère de sélection, il a été ouvert aux jeunes de Goussainville ayant un âge au moins de 16 ans, hein, puisqu'on l'a ouvert des 16-25 ans. Il y a eu une fiche d'inscription qui a été remplie. On a eu environ 80 demandes. Sur ces 80 demandes, il y en a une soixantaine qui ont rempli cette fiche correctement. Après avoir rempli cette fiche correctement, il y a eu un entretien avec le service HUB, que vous devez connaître quand même, le HUB à venir, voilà. 37 candidats ont été retenus sur ces critères individuels. Après, il a fallu faire un choix pour en prendre une quinzaine. Ce choix, on n'a pas voulu faire de priorité sur les 16 ans, donc on a pris de 16 à 25 ans, et les motivations les plus actives. Sur ces 37 qui étaient là, il était carrément obligatoire de pouvoir être disponible sur les 3 sessions. Vous savez que pour le BAFA, il y a 3 sessions. Je ne vais pas vous rappeler lesquelles, je pense que vous les connaissez. Voilà. Donc, sur ces 37-là, il n'y en avait plus qu'une vingtaine qui étaient disponibles parce que d'autres n'étaient pas là en juillet ou en août pour faire la pratique. On n'en avait plus qu'une vingtaine pour les 3 parties. D'autres qui se sont désistés et on a pris les 15 candidats qu'on jugeait les plus adéquates à participer. C'est une insertion des jeunes, c'est une avance sur la vie professionnelle. Voilà. Donc je peux vous aider avec une autre question peut-être. Merci beaucoup Monsieur Lusso. Je connais évidemment bien ce projet pour l'avoir initié avec les équipes du Hub Avenir il y a quelques mois. Une autre question, Monsieur Lusso, concernant, évidemment, il y a un reste à charge malgré tout pour les jeunes, c'est-à-dire oui, que le BAFA n'est pas financé entièrement par la collectivité, effectivement, un reste à charge très faible. Est-ce que a été renouvelée la sollicitation de la CAF pour certains jeunes qui sont éligibles aux 200 € qui leur permettent de, entre guillemets, payer ce BAFA? Est-ce que ça a été fait ou pas cette fois-ci? Déjà, ce n'est pas 200 €, c'est 250 €. 150 € pour la première partie et 100 € pour la troisième. Je crois que vous n'avez pas saisi ma question. Je vous parle de l'aide de la CAF. La CAF a une aide à destination des jeunes qui passent le BAFA et sur la base de certains critères sociaux, ils peuvent obtenir cette aide. Ils peuvent obtenir cette aide de 200 €. Ma question est simple. Est-ce que les jeunes ont été dirigés ou redirigés vers cette aide-là pour avoir un reste à charge moindre? Les jeunes ont été redirigés, c'est à eux d'en faire la demande. Maintenant, la troisième partie vient de se faire, hein. Donc je n'ai pas le retour des aides qu'ils ont pu avoir. D'accord. Ok. Très bien. Oui, décision marché public. Il est là. Allez-y. La dernière. Allez-y, madame. Donc, on vous écoute. Quel est le prix? L'endroit, je ne vois pas où se trouve cette... C'est quelle décision, madame, s'il vous plaît? La dernière. Décision marché public. Vas-y, dis-le. Il n'y a pas de numéro, c'est la dernière. Si, c'est bon. Si, il y a un numéro 24 M0039. Ah, c'est ça. D'accord. Ça se passe à l'école Gerbenneville. Le transfo électrique est tombé en panne d'un seul coup. Bien sûr qu'on a un prestataire. On l'a appelé. Le prestataire a dit que sur ce marché-là, il pouvait répondre, mais il y avait un délai de 6 semaines. Et le montant qu'il proposait, c'était 137 000 €. Donc bien sûr, mes services ne sont pas restés bras croisés. Ils ont tout de suite cherché le moins cher et le plus rapide pour cette réponse.
Ils ont trouvé une société qui pouvait réparer ça en une semaine pour une somme de 70 833,20 €. Donc bien sûr qu'on leur a demandé d'intervenir et ils ont réparé aussitôt le TGBT. Pour ceux qui demandent, c'est le tableau général basse tension. J'ai fait un peu de cours électrique. Donc voilà la décision, comment on l'a prise. Et je peux ajouter des petites précisions. Il faut savoir quand même que le transfo, il datait des années 70 et qu'en fait, il est tombé en panne pendant les intempéries, les inondations. Et donc, situation d'urgence oblige, on a mis en place ça. Oui. Mais donc, il était déjà très, très vieillissant. C'était nécessaire, quoi. Et là, il a peau neuve. Merci. Il a le courant électrique maintenant. Je poursuis simplement sur la décision numéro 126, donc sur les modalités que j'ai évoquées concernant l'aide de la CAF. J'espère que le nécessaire sera fait par vous, Monsieur Lussot, pour que les jeunes puissent bénéficier de cette aide-là au sein de notre structure qui s'appelle le Hub Avenir. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais juste vous dire quelque chose. Évitez votre condescendance, un peu de respect. Par contre, je vous promets que la prochaine fois, je vous coupe la parole jusqu'à la fin du Conseil. C'est la deuxième fois que vous manquez de respect en reprenant mes élus avec beaucoup de condescendance. Ça, je ne l'accepte pas. Je peux accepter toutes les questions, mais votre condescendance, ça, je ne peux pas l'accepter. D'accord? Je vous l'ai déjà dit, même quand vous étiez dans la majorité. Votre ego, vous le mettez de côté. Vous posez des questions, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle le Hub Avenir. Il sait très bien comment ça s'appelle. Évitez-nous, évitez-nous, je vous le dis. Moi, je ne vais pas débattre longtemps avec vous. Je vous dis juste, évitez-nous ça. Merci. Vu que vous m'interpellez, monsieur le maire, je vous promets qu'il n'y a aucune condescendance. Après, non mais, posez votre question. Mais j'ai posé ma question. Non, il n'y a aucune condescendance. Je pose des questions. Je suis en droit de poser des questions. Maintenant, si vous voulez y répondre, monsieur le maire, mais je les pose avec du respect. Enfin, et les Goussainvillois nous regardent. Il n'y a aucun. En témoin, les Goussainvillois. Ne me faites pas du la-ville. On dirait que dès que vous passez dans l'opposition, vous avez le syndrome que tous les Goussainvillois viennent me voir. Évitez-nous ça. Posez votre question. Merci. On parlait du Hub Avenir. Dites-nous qu'est-ce que c'est que le Hub Avenir. Et puis honnêtement, je pense qu'on a absolument... Non mais vraiment, ça, on a absolument... Monsieur Hamad, on n'a absolument aucune leçon à recevoir de quelqu'un d'aussi erratique que vous. Vous êtes complètement versatile, on n'a aucune leçon à recevoir de vous. Nous, au moins, on est constants dans nos projets et nos décisions. Vous n'êtes pas constant, vous êtes là que pour l'enjeu politique, monsieur. Vous changez de parti comme de chemise. Encore heureux qu'on est là pour l'enjeu politique. Vous étiez avec Madame Fontaine, nous sommes dans une assemblée politique pour information. Je vous permets, s'il vous plaît, de me laisser finir ma phrase. Mais terminez, madame. Merci beaucoup. Donc vous étiez avec nous, vous votiez toutes les décisions. Au dernier conseil, vous critiquez tout alors que vous avez tout voté. Ensuite, vous nous avez dit avec conviction et ferveur que vous étiez encarté LFI. Et lors de l'armistice, on vous voit déposer une gerbe avec les écologistes. Monsieur, vous êtes complètement erratique. On n'a pas de leçon à recevoir de vous. Je pense qu'il va dans le sens du vent, peut-être. Je ne sais pas. Dans le sens de l'enjeu politique. Merci beaucoup pour vos remarques. Après, bien évidemment, je n'ai de compte à rendre à personne sur mes convictions politiques. Moi, convictions politiques... Là, par contre, les Goussainvillois vous regardent aussi. Les Goussainvillois vous regardent, monsieur Hamad. Si je suis là devant vous et siégeant dans l'opposition, c'est bien que moi, j'ai fait le frais de mes convictions. Donc, je n'ai de leçons à recevoir de personne là-dessus. Après, moi, j'entends, vous êtes libre. S'il vous plaît, on évite de me couper le micro, je suis en train de m'exprimer, on peut me laisser librement terminer. Si on vient de me le couper. Si, on vient de le couper. D'accord. Donc, je suis libre de mes convictions, de mes choix. J'ai toujours eu le cœur à gauche. Et ça, vous pouvez pas me le retirer. Et ça, c'est une constante. C'est une constante chez moi. D'accord. En tout cas, vous, monsieur le maire. Je comprends pas. Si vous étiez complètement en désaccord avec nous, Madame Fontaine, Madame Fontaine, je vous ai laissé terminer. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partie? Madame Fontaine. Pourquoi vous avez attendu que le maire vous... C'est ça, on est sur... Moi, je ferai ma décision. On y viendra, je vais passer à une autre décision. On va pas s'éterniser là-dessus. Sur la décision numéro 129, qui concerne l'acceptation du devis d'une société qui s'appelle, ou d'un artiste qui s'appelle DJ Best. Le devis s'élève à un peu plus de 4 403 €. Est-ce que d'autres devis ont été présentés? Est-ce que c'est le devis le plus compétitif qui vous a été présenté, ou est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà fait ses preuves avec la ville? Une question de la commande publique. Dès lors qu'un montant est inférieur à 40 000 €, on n'est pas tenu, il n'y a pas d'obligation d'avoir plusieurs devis. Ça, c'est clair. Enfin, on a le droit de choisir que sur un seul devis.
pour le coup... Très bien. D'accord, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler, c'est pour ça? Monsieur, pas de sous-entendu ici. Non mais je sous-entends rien du tout. C'est une question. Mais c'est une question comme une autre. Ah, c'est de la commande publique. Je vous dis pourquoi lui et pas plus qu'un autre. Monsieur, c'est de la commande publique. Jeunesse, c'est bizarre que pendant 4 ans, ces décisions étaient dans tous les conseils municipaux avec des DJ, etc. Je vous pose la question, pourquoi ce DJ aujourd'hui? Monsieur, moi je fais confiance, j'ai une confiance absolue en mes services. Mes services ont fait le travail qu'il fallait. C'est eux qui ont choisi le DJ, la prestation. Vous avez vu, vous avez plein de décisions sur des prestations que vous voyez ici qui permettent d'animer la ville. On n'est pas, nous, à ce niveau de détail. Donc, si vous voulez ce niveau de détail, eh ben, vous prendrez rendez-vous avec l'élu en charge de la jeunesse qui vous répondra très, très tranquillement là-dessus. Très bien. Est-ce que vous avez une autre question? Oui, une autre question. Donc, je prendrai attache avec l'élu en charge de la jeunesse. Sur la décision numéro 135, qui concerne le renouvellement de l'adhésion à l'Association nationale des élus en charge du sport, l'association Andes. Pourquoi ce renouvellement avec cette association et qu'est-ce qu'elle nous apporte? Bonsoir à toutes et à tous. Vous aurez dû poser la question aussi quand vous étiez à la majorité. Ça fait la 3e année qu'on est à l'Andes. Mais je vous la pose aujourd'hui, donc on vous écoute, Monsieur Bougaleb. Avec grand plaisir. Je vous fais juste un petit rappel que l'Andes, elle contient 8000 communes de France, dont 156 en Outre-mer. Et c'est l'Andes qui nous a permis aussi de labelliser la ville, parce qu'on ne connaissait pas vraiment ces dispositifs. Je vous le rappelle que la ville, elle est labellisée ville active et sportive de Laurier. Et aussi, cette instance ou cette association nous permet de se voir avec les autres élus des autres villes et un vrai échange sur les politiques sportives. Vous avez parlé lors du dernier conseil municipal qu'il n'y a aucune politique sportive ambitieuse au niveau de la ville. Nous, on a répondu qu'il y avait des priorités au début du mandat et que la ville avait besoin d'un aménagement global et que notre priorité, on va y arriver mais tout doucement, mais sûrement. L'Andes, donc, on s'est adhéré et on va continuer parce que ça nous permet aussi de travailler avec les projets. Quand on a un projet au niveau de la ville, au niveau sportif, je vous donne juste à titre d'exemple, Olympe de Gouges, on a consulté les experts de l'Andes sur les dispositifs et surtout sur les financements et comment on peut développer nos projets. Donc, dans le but global, c'est de promouvoir le développement de notre politique sportive qui démarre et qui va réussir et qui va y arriver. Je suis certain, parce qu'il y a une volonté politique qui va avec. Donc, aussi, sur les critères ou sur les thématiques qu'on veut traiter au sport, ça nous aide énormément sur le sport santé, sur le bien-être des individus. Et aussi, c'est un espace vraiment d'échange aussi sur des projets à venir, comme vous l'avez dit la dernière fois, le développement du sport de haut niveau qui va certainement arriver sur le prochain mandat dans notre ville qui est riche de jeunesse, qui est ambitieuse. Donc voilà, c'est pour ça, je vous réponds juste brièvement par rapport pourquoi on continue. C'est une cotisation de 500 € à l'année. Donc voilà, comme on fait pour des échanges de bonnes pratiques. Et on fait partie des 8000 villes en France et on se réjouit du travail qui est fait avec eux. Voilà. Très bien. Y a-t-il d'autres Je remercie M. Bougaleb pour sa réponse et bien évidemment, vous avez parlé du prochain mandat. Je pense qu'il faut peut-être travailler sur votre mandat actuellement. Ouais, c'est peut-être un écart de langage. Monsieur Hamad, j'ai parlé d'un chapitre qui est le sport du haut niveau sur le prochain mandat. Moi, ce qui me fait rire, monsieur Hamad, c'est que pendant 4 ans, vous avez tout voté avec nous. Donc pendant 4 ans, vous avez berné les Goussainvillois. Ou alors vous avez voté sans conviction. Aïe. Programmation politique de la ville. Bonsoir à tous. Donc, dans la continuité de la délibération qui vient d'être énoncée sur la vie associative, donc les subventions qui sont portées ou données à nos partenaires associatifs
de la ville sont assez multiples. Un des sujets, c'est le contrat de ville. Le contrat de ville est un contrat qui nous cadre sur des actions réalisées dans les quartiers politiques de la ville et qui sont réalisées sur des thématiques. C'est un contrat qui a été signé à l'échelle intercommunale et réalisé à l'échelle intercommunale. Donc il a été présenté en juin dernier en conseil municipal, j'y reviendrai pas. Mais en tout cas, les axes qui ont été définis portent sur la cohésion sociale et l'accès aux droits, l'éducation et l'émancipation de la jeunesse, le cadre de vie, l'accompagnement des transitions et l'emploi. À cela, on peut ajouter aussi, il faut le rappeler, la cité éducative également, qui est une source de financement pour nos associations et aussi qui vient cadrer une action et une offre de territoire qui se fait sur des thématiques assez claires également, donc la parentalité, l'éducation ou la réussite de l'enfant, le parcours de l'enfant, la santé, le sport et le bien manger, qui sont des thématiques qui sont importantes et qui sont transverses sur l'échelle de la ville. Ces subventions viennent en complémentarité aussi avec d'autres dispositifs. On peut citer des dispositifs Vie Vacances ou des dispositifs comme Quartier d'été qui sont aussi liés à la politique de la ville, mais aussi d'autres sources de subventions qui peuvent être assez multiples. La municipalité, dans le cadre du fonctionnement que porte MELSA, couvre également le fonctionnement et la vie des associations au quotidien et en vient alimenter du coup par le contrat de ville sur des actions spécifiques dans les quartiers politiques de la ville, à destination des populations qui habitent dans ces quartiers-là, mais également aux populations qui sont sur l'échelle de la ville. Ça a été notre choix sur la cité éducative, pour rappel. Donc la programmation politique de la ville, en tout cas du contrat de ville, a déjà été partagée et votée en bonne partie donc, par cette Assemblée. Et aujourd'hui, on vient rajouter ou vient amender, compléter cette programmation-là et la compléter pour son année 2024 avec des subventions qui ont été allouées aux associations empreintes sur le CLAS, le CIDFF, donc pour des actions sur le droit et pour alimenter aussi notre offre de la Maison de la Famille et du droit qui a été créée il n'y a pas longtemps et que je porte avec Sarah et Fatma sur les sujets de droit et de parentalité notamment. On a aussi le Centre Averroès également qui est un intervenant du CLAS auprès de aussi nos services municipaux sur que ce soit le service jeunesse ou le service éducation, et on a également le Mosaïque citoyenne qui est financé du coup, qui a reçu une subvention sur le budget fonctionnement et qui reçoit aussi une subvention pour des actions qui portent sur le quartier et de développement social et de lien social sur les quartiers, donc qui rentrent dans le contrat de ville comme une nouvelle action. Donc voilà en grande partie, et pour répondre et compléter le point, on a à cœur en tout cas d'avoir une offre municipale qui se veut déjà où la municipalité est au centre, ça c'est important. On arrête avec ce saupoudrage d'acteurs associatifs et de bénévoles et leur dire allez-y, faites-nous la politique publique. Ce n'est pas du tout notre politique à nous. On remet la ville au centre. On s'entoure de partenaires qui ont une expertise, qui ont cette motivation et cet engagement auprès des populations goussainvilloises, et ensemble, de manière partenariale, on assure une offre de services et d'actions sur des thématiques qu'on a pu identifier avec les Goussainvillois, et du coup on vient accompagner les Goussainvillois sur ces différentes thématiques-là. Donc voilà pour la programmation, voilà pour l'action complète. Et en effet, pour répondre à la question qui a été énoncée précédemment, notre rôle à nous, c'est d'accompagner les associations, que ce soit pour la formation, comme l'énonçait ma collègue, ou que ce soit également sur l'orientation sur comment pérenniser une association aujourd'hui qui est qualitative, qui a une offre qui est importante pour l'ensemble des Goussainvillois, qui prend de l'importance, et c'est le sens aussi de notre action auprès de ces associations-là. C'est comment être de vrais partenaires, comment faire en sorte aujourd'hui, et on le voit tous, que les associations font partie de la vie de la cité, donc on les voit à l'ensemble des événements municipaux et je les en remercie. Et donc c'est comme ça qu'on fera corps et qu'on aura une action pour l'ensemble des Goussainvilloises et des Goussainvillois ensemble, et nous les accompagnons bien entendu sur leur pérennité, sur leur diversification financière, et faire en sorte, et c'est notre action aussi, c'est notre devoir politique de défendre leurs moyens en responsabilité et en transparence avec eux. C'est aussi ça notre marque de fabrique, pour qu'ils puissent continuer à apporter leur action pour les Goussainvillois. Donc voilà un peu pour le périmètre de la politique de la ville, en lien avec le fonctionnement, en lien avec le contrat local de santé et d'autres dispositifs que nous portons, en lien avec la CTG ou d'autres. Donc tout ça fait partie de notre offre globale municipale, en lien avec nos partenaires qui sont l'État et la communauté d'agglomération notamment, le département et d'autres. Et
en tout cas pour revenir sur cette délibération de manière concrète, aujourd'hui on vient valider avec vous, c'est ce qu'on vous demande dans cette délibération, des nouvelles subventions qui sont des renouvellements ou des nouvelles actions pour des associations qui ont une offre concrète sur le territoire, notamment par le biais du CLAS ou de l'action sur l'accès aux droits et l'accompagnement à la parentalité à la famille. Voilà, Monsieur le maire, à moins qu'il y ait des questions. Merci, Monsieur Chamaki, pour la présentation effectivement de cette partie de la programmation du contrat de ville. Une interrogation sur la nouvelle action. Autant les autres, on les connaît, c'est des actions qui sont renouvelées. Sur la nouvelle action, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage, s'il vous plaît? Oui, c'est une action, en tout cas Mosaïque Citoyenne souhaite avoir des nouvelles actions et avoir des actions encore plus marquantes sur le territoire et sur les quartiers politiques de la ville. Donc cette action-là, dans les grandes lignes, elle servira en tout cas sur des différentes actions dans différents lieux municipaux en lien avec les populations des quartiers de la politique de la ville, avoir des actions de lien social, avoir des actions en direction de leurs bénéficiaires, mais également aussi faire du lien avec d'autres associations. Donc ça peut être sur différentes manières de manifestation ou d'action. Donc ils portent des actions en lien avec la santé, on vient en parler, mais également en lien avec la musique, la culture, le FLE également, en accompagnement de populations qui ont besoin d'avoir un accès et d'avoir un accompagnement sur la langue française et qui n'est pas leur langue maternelle. Donc ces différentes actions-là et comment créer de liens et inclure ces personnes-là dans le cadre de la cité. Donc voilà, c'est une action assez globale d'accompagnement de liens sociaux et du coup l'association, une fois qu'on aura voté cette subvention, nous proposera une programmation d'actions concrètes en lien avec ces thématiques-là. Donc le coût de cette nouvelle action est estimé à 4 000 € et la ville abonde, subventionne à 4 000 €. Je pense que vous vous doutez de mon interrogation, c'est qu'on est dans le cadre du contrat de ville. L'objectif du contrat de ville, c'est qu'évidemment la ville investisse et que l'État investisse aussi sa part. Donc mon interrogation, à quoi bon, quelque part, l'inscrire sur le contrat de ville si la ville dépense à elle seule et finance à elle seule l'intégralité de cette nouvelle action? Ouais, c'est tout simple. Pour la réponse, déjà, une première chose, je tiens à saluer notre partenaire qu'est l'État, qui donne pas moins de 438 000 € chaque année dans le cadre de la politique de la ville. Donc là, c'est déjà à saluer. Donc nous ne pouvons pas, je ne sais pas si c'était l'objet de votre question, leur prêter un procès d'intention sur le fait qu'ils ne financent pas nos associations. Donc là, je tenais vraiment à le souligner et à le rappeler. Ils apportent beaucoup et au-delà même du financement, c'est le travail partenarial que nous avons avec eux, avec la préfète déléguée notamment, que je tiens à saluer sur son action sur le territoire et qui apporte énormément pour l'ensemble du tissu associatif goussainvillois. Donc là, c'est une réponse très simple. Hein. C'est une action qui est arrivée du coup après en cours de programmation. Donc on garde toujours, et c'est ma manière de fonctionner aussi sur le contrat de ville. Là où l'État vient en one-shot sur l'appel à projet qui est en novembre, d'ailleurs les associations ont jusqu'au 24 novembre pour postuler sur la programmation 2025, je tiens à le rappeler. Donc là où l'État ferme totalement l'appel à projet à fin novembre, nous on laisse un petit budget pour justement ces reliquats ou les associations qui viendraient candidater plus tard dans la programmation, et notre souhait aussi était d'accompagner Mosaïque Citoyenne. Donc d'où le fait que là on a amorcé sur cette programmation 2024, donc qu'il y a un peu de décalage au vu de l'exercice financier, en abondant totalement sur ces 4 000 € là en finançant l'action. Mais il n'est pas à en douter qu'elle postulera sur la programmation 2025 et que cette fois-ci, il y aura sûrement une quote-part de l'État. Donc, si je comprends bien, votre réponse, c'est une question de timing et que finalement, le délai est dépassé pour que Mosaïque Citoyenne puisse bénéficier de la part État sur cette action politique de la ville, quoi. C'est ça. Et en plus aussi dans ma réponse, que je tiens à souligner et à rappeler, c'est que l'État abonde énormément sur les actions de la politique de la ville. Donc ça faisait aussi une longue partie de ma réponse. Très bien. Merci beaucoup. Merci Marwan pour tes réponses. Je vous propose de passer. Okay, merci beaucoup. Point numéro 10, Monsieur Ziga, toujours. Numéro
numéro 10, résolution numéro 10. Donc, c'est avis de la commune de Goussainville concernant le plan de mobilité en Île-de-France. Donc, nous sommes ravis de pouvoir répondre à un plan de mobilité qui a été initié par la région Île-de-France. La présente contribution, alors, c'est mis en annexe dans le détail comment nous avons répondu. Là, c'est circoncis, mais je vais y revenir sur quelques éléments quand même. La présente contribution du plan de mobilité en Île-de-France, jointe en annexe, met en évidence les remarques de la ville sur un certain nombre de points la concernant directement, notamment développer le réseau de mass transit et en conforter la fiabilité et la résilience, le fameux RERD. Pour nous, c'est très important de maintenir une certaine qualité de dessert. En heure de pointe sur Goussainville, c'est quasiment un train tous les 7 minutes, et en heure creuse, c'est un train tous les quarts d'heure. Pour les nous, c'est beaucoup plus compliqué. En heure de pointe, c'est un train tous les quarts d'heure et un train toutes les demi-heures. Il ne faut vraiment pas rater le train quand il faut attendre une demi-heure. Sinon, vous attendez quasiment, quasiment une heure, un train, ce qui est très très long. Et, qui plus est, pour nous, ce qui est important dans cette résolution, développer le réseau de masse transfert, c'est aussi de travailler sur la question de la ligne 19. La ligne 19, c'est en projet, c'est en devenir. On en parle, voilà, ça a été publié dans les journaux, mais il n'y a rien de concret. Il faut absolument que l'on réussisse ce projet, qu'on soit intégré dans la phase étude. Développer les réseaux de surface et en améliorer la performance. Donc ça concerne toutes les lignes de bus. Nous avons parlé tout à l'heure, effectivement, avec le conseil municipal des aînés, c'est retravailler sur la refonte des bus de Goussainville et imaginer de nouvelles dessertes. On pense à Louvres, mais aussi Vielle-Belle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun bus qui va de Goussainville à Vielle-Belle. On peut chercher, il n'y en a pas. Donc en fait, c'est une ligne qu'on peut penser et la créer. Mais il faut encore la soumettre à Île-de-France Mobilité. C'est de proposer une information voyageur de qualité dans tous les transports collectifs. Alors là, c'est les fameux BIV, les bandes d'information de voyageurs. On en a mis quelques-unes dans la ville de Goussainville. Ce qu'on veut, c'est qu'elles soient absolument partout, dans toutes les stations, qui est ça. C'est un minimum. Planifier l'amélioration de la mobilité piétonne. On a pensé à des choses. Par exemple, pour aller à Fontenay, pour ceux qui connaissent, on marche sur quoi? Sur de la terre. Enfin, l'idée, c'est de piétoniser et de marcher en sécurité jusqu'à Fontenay, jusqu'au Tillet. Enfin, c'est des chemins comme ceux-ci, jusqu'à quand l'ouverture se fera, jusqu'à Louvre. Voilà, ça c'est vraiment les contributions que nous avons apportées auprès d'Île-de-France Mobilité. Ce qu'on souhaite, nous, de ces projets-là, c'est qu'ils se concrétisent. On y arrive. Développer les infrastructures cyclables. Je te laisse rebondir dessus. Oui. On a travaillé sur un plan vélo et piéton, on en a déjà parlé. Et puis j'ai juste rebondi sur ce qu'a dit mon collègue, puisqu'il y a une voie verte qui est prévue sur la RD 47, donc qui permettra, je ne sais pas si vous voyez, mais aujourd'hui c'est un peu des cheminements de désir. Donc c'est bétonné, mais très peu entretenu, malgré que notre conseiller départemental fait le nécessaire quand il le faut. Mais c'est vrai que voilà, il faut faire des travaux de réfection. Donc il y a une voie verte qui est prévue à ce niveau-là et qui permettra donc de marcher en toute sécurité et ce sera plus agréable aussi. Merci pour avoir complété les propos. C'est aussi travailler sur l'aménagement des pôles d'échange multimodaux, qui est un lieu pour une intermodalité renforcée. Alors effectivement, nous en avons beaucoup parlé sur le PM de la gare, mais il y a aussi celui des nous, qui sera beaucoup plus petit. Mais à un moment donné, il faut réfléchir à un petit PEM là-bas qui centralise tous les modes de transport. Il y a les RER, mais il y a aussi les bus, il faut penser aussi à un parking, etc. Repenser, bien sûr, les politiques de stationnement public. Cher à Pascal. Pourquoi? Parce que c'est très important, effectivement. Aujourd'hui, dans le parking silo qui est prévu à la gare, par exemple, on sait que ce sera surtout pour les usagers qui ont le pass Navigo. Ce qu'on souhaite, nous, parce que ça va être piloté par Île-de-France Mobilité, que ce soit ouvert à tous et à tout moment. J'explique. Quand il sera vide sur le temps du week-end, il faut absolument que nous, Goussainvillois, on puisse en bénéficier. Enfin, c'est ça l'idée. C'est que ce soit mutualisable. Améliorer la performance de l'armature logistique. Et là, nous avons quelque chose de puissant qui se met en place. C'est Agoralim. Ça nous dépasse d'un point de vue projet d'envergure. C'est donc quelque chose, c'est une logistique pour nous régionale, voire nationale, à l'instar de Rungis.
Améliorer l'expérience voyageur des touristes et des visiteurs. Là aussi, on s'aperçoit que nous sommes à proximité de Roissy. On est quand même assez bien relié à Paris quand le RERD fonctionne. En 20 minutes, 25 minutes, nous sommes à la gare du Nord, 30 minutes à Châtelet. Donc voilà, c'est offrir des hôtels de qualité et qui ne soient pas transformés en hôtels sociaux. Tous ces items, c'est ce que nous avons proposé à la région. Il est donc demandé aux membres du conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de plan de mobilité en Île-de-France, arrêté au conseil régional selon les délibérations et la synthèse annexée, de demander à la région Île-de-France Mobilité, d'intégrer dans le projet de PDMIF, le projet de mobilité, des observations et propositions de la commune, tout ce que je viens de vous développer, figurant dans l'annexe jointe à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire à transmettre son avis sur le schéma directeur de la région Île-de-France à la présidente du conseil régional. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Une question, Monsieur Ziga, enfin deux questions. Enfin, j'ai bien lu la contribution, je trouve qu'elle rend bien compte, évidemment, des enjeux pour notre territoire de Goussainville. J'aimerais parler en particulier des deux lignes de métro, la ligne du métro 17 et la ligne du métro 19, dont vous avez parlé. Effectivement, vous avez dit qu'il n'y avait rien de concret. Moi, je dirais qu'il n'y a pour l'instant rien de concret pour Goussainville. Et j'aimerais savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est sur ces... On a eu des échanges, et je crois que même lors du dernier conseil, j'avais eu un échange avec vous là-dessus, Monsieur Ziga, sur la ligne du métro 19. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, Goussainville se rapproche du tracé initial proposé par la région et le département? Alors, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien de concret pour Goussainville, parce qu'il n'y a rien de concret pour personne pour le moment. C'est uniquement, ça a été publié dans les journaux. Aujourd'hui, à date, rien n'a été publié, rien n'a été acté au niveau des études. Donc le tracé qui a été publié, il vient d'où alors, Monsieur Ziga? Il vient du conseil départemental et de la région. D'accord. Mais il a été publié uniquement dans les journaux. Oui, mais il vient d'où? Enfin, il a été publié il a été rendu public. Mais d'où est-ce qu'il vient ce tracé? Il a été réalisé par le conseil départemental et la région. Qui sont les autorités, en l'occurrence, qui ont les compétences du transport ou des transports dans la région Île-de-France? Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de concret sur le métro 19. Il faut savoir comment ça se passe. Ce serait une mauvaise manière d'aborder le sujet avec la région et le département en disant qu'il n'y a rien de concret. Il faut savoir comment ça se passe au niveau des financements, au niveau du choix des lignes. Il ne faut pas dire comme ça, il n'y a rien de concret pour Goussainville. D'abord, ça a été publié par la région et le département dans le Parisien, qui ensuite, tout a été repris au niveau de ça. Mais à date, aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui a été actée. Nous, on travaille pour un deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est que ça passe par, à partir de Gare-Chassel, ça passe par Vielle-Belle, Arnouville, Gonesse, Vielle-Belle surtout, et ensuite Goussainville, Roissy, et ça termine dans les aérogares. Donc le schéma qui a été proposé, c'est un schéma d'intention. Il n'y a rien d'acté. On travaille justement pour que ce deuxième scénario puisse se permettre. Et c'est pour ça qu'on compte sur tous les parlementaires du secteur, mais plus loin, surtout aussi les partenaires économiques qui portent, qui sont dans le secteur, notamment ceux d'Île-de-France, Air France, FedEx, mais aussi ADP, qui portent cela pour qu'il y ait cette possibilité de créer ce deuxième scénario. Enfin, voilà, on y travaille tout le temps, on y travaille. Si bien qu'on, quasiment chaque semaine, on rencontre les maires des villes pour porter cette volonté commune. Parce qu'il ne s'agit pas que de Goussainville, il s'agit de toutes les communes avoisinantes. Goussainville sera, on l'espère, une gare de rabattement pour les personnes qui habitent au Chillet, de Puiseux, de Louvre, de Fontenay. Et du coup, il ne s'agit pas de 9000 ou 9500 personnes qui vont à la gare de Goussainville, ça sera potentiellement le double. Donc voilà, ce sera quelque chose de puissant. Et nous, on y travaille au quotidien, chaque semaine. Plus tard que vendredi, on doit rencontrer la maire de Vielle-Belle et la maire de Roissy pour ce thème. Donc, vous ne pouvez pas nous dire qu'on ne travaille pas. On travaille dessus. On fait un travail justement d'approche, de concertation et de lobbying. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Ziga. Je n'ai pas dit que vous ne travaillez pas. Enfin, moi, je ne juge pas le travail que vous faites au quotidien. Je dis juste que sur le tracé initial qui a été publié, Goussainville n'était pas dessus. C'est juste ça ce que je dis. Il n'y a rien de personnel, c'est pas une attaque envers vous ni vis-à-vis des services. Je parle juste du tracé initial. Après, tant mieux si vous me dites que là, vous êtes en train de vous battre pour faire en sorte que Goussainville puisse être une polarité qui se retrouve dans ce tracé du métro 19. Très bien. Maintenant, évidemment, on verra ce que l'avenir nous réserve. Ah ben on verra. Mais en tout cas, il y a une chose. Alors, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse là-dessus.
j'ai rencontré la présidente de la région, la présidente du département, pardon, à ce sujet-là. J'avais plusieurs dossiers, dont la ligne 19. La ligne 19. La ligne 19, il y a eu un schéma d'intention qui a été, au même titre qu'il y avait eu à l'époque, un schéma d'intention d'implantation du projet Agoralim. Ils avaient, eux, la Semaris, avaient réfléchi sur un périmètre que le Premier ministre avait dévolu, une implantation. Derrière, ils ont été opposés à des gens qui voulaient, d'autres qui ne voulaient pas, des villes qui étaient contre, des villes qui étaient pour. Ensuite, ils ont modifié, ils sont en train, puisque nous sommes encore en phase étude, de modifier, bon an, mal an, leur projet. La ligne 19, c'est un projet qui doit relier donc la Défense à Roissy. Le schéma d'intention était le plus court et le plus facile pour eux. Je rappelle que sur le SDRIF-E, et là je salue le travail des équipes, la ville de Goussainville n'était pas une polarité. La demande de la ville de Goussainville a été prise en compte par la région et nous sommes aujourd'hui une polarité. Ce n'était pas une mince affaire. Ça veut dire emploi, ça veut dire transport, ça veut dire desserte. Nous sommes devenus une ville polarité. Pourquoi cette ville est devenue polarité? Pas parce que, tout simplement, quand la région a étudié et a vu le développement dans les prochaines années avec les projets d'envergure comme le projet d'Agoralim et d'autres, ben, ils se sont dit ça a un sens de mettre Goussainville en ville polarité, premièrement. C'est là où, dans ma rencontre avec la présidente du département, aucune, ça par contre je le confirme, je l'affirme et le confirme, aucune étude n'est lancée. Rien n'est acté, rien n'est affirmé, rien n'est confirmé. C'est ce que m'a dit la présidente, et ensuite, en ayant parlé avec certains sénateurs et certains députés et le préfet et le sous-préfet sur cette question-là, c'est la même réponse. Il n'y a encore rien. En revanche, qu'est-ce qui fera, donc, pour ne pas mettre la charrue avant, mais après, qu'est-ce qui fera que Goussainville sera à l'intérieur? Un, c'est les réunions et le réseau. Je rappelle que de 2012 à 2020, non, 2002, la date m'échappe. Je l'avais sorti dans un conseil quand j'étais face à Alain Louis, où il y avait un membre de la Société du Grand Paris qui siégeait à la société, un membre de Goussainville siégeait lorsqu'ils élaboraient la ligne 17. Le maire était membre et il y avait un élu, que je peux citer, M. Chiabodo, sur les je ne sais combien de réunions pour définir le tracé définitif de la ligne 17, ils ont siégé 0 fois. 0 fois. Bien évidemment, la ligne 17 va leur échapper. C'est normal, si tu ne sièges pas et tu ne défends pas tes intérêts. Aucune réunion n'a été faite en préfecture, en sous-préfecture, en préfecture aujourd'hui, sur la ligne 19, et des réunions et du réseautage avec les sénateurs du département, qui ont fait des courriers pour défendre, donc pour prendre fait et cause pour Goussainville. Ça a été fait, les courriers existent, et le préfet a une copie du projet que nous avons fait, et c'est le projet que j'ai soumis à la présidente du département, mais il est disponible, il suffit de venir voir M. Ziga en réunion et vous l'aurez, où nous avons préparé, ça c'est un travail gigantesque, nous avons préparé nous-mêmes un tracé. Nous avons fait 2 éventualités que j'ai soumis à la présidente. Elle a dit, c'est vous qui avez fait ça, c'est du très bon boulot. Donc je salue aussi le travail des services. Donc oui, nous sommes sur le pied de guerre, sur le pont, pour que la ligne 19 passe à Goussainville. Mais avant que la ligne 19 passe à Goussainville, ou pour que la ligne 19 passe à Goussainville, il faut préparer le terrain. Préparer le terrain, ça veut dire qu'il faut développer. Il faut développer. Il faut montrer des arguments probants pour que l'État, la région, le département disent effectivement ça a du sens. C'est ce que nous faisons avec tous les projets et surtout donc, la polarité aujourd'hui que nous avons et le projet de la Semaris, donc le projet Agoralim, demain. Et là, ça a du sens puisqu'il y a à la clé, eux disent 5 000 emplois. Si on veut être pondéré, on va dire 4 000 emplois, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y a 1 500 emplois sur Goussainville, donc ça doit être desservi.
Voilà, pour ce qui est de la ligne 19. Est-ce que je peux ajouter un tout petit point? Il me semble que vous êtes en plus conseiller régional, non? Vous faites partie du conseil régional des jeunes d'Île-de-France, non? Je ne sais pas, c'est ce que vous avez mis sur votre profil LinkedIn. Ah d'accord, sinon n'hésitez pas à... Attendez que je vous dise ma remarque. Vous l'avez mis sur vos réseaux. C'est public, j'ai le droit de les consulter. J'ai un engagement au sein du Conseil régional des jeunes. Enfin, ça n'a aucun lien avec le métro 19. Puisque vous avez une proximité professionnelle avec la région. Non mais madame, je ne suis pas décideur à la région Île-de-France. Laissez-moi vous donner ma remarque. Mais allez-y, mais je vous dis... J'allais vous dire, n'hésitez pas à défendre le projet directement à la région. Parce que pour moi, vous êtes en opposition ici avec nos décisions, mais pour ce type de projet, on est dans le même bateau selon moi. Donc n'hésitez pas à nous accompagner. Eh bien rassurez-vous, j'en avais parlé avec la ligne 19 ici. J'en avais parlé avec Monsieur Ziga à plusieurs reprises. J'ai participé à plusieurs réunions sur le Striveux. Mon nom, on le retrouve dans plusieurs comptes rendus de réunions où j'ai bataillé pour que Goussainville puisse être reconnu comme une polarité. Il s'avère qu'aujourd'hui ça a été fait. Je ne dis pas que c'est moi. À mon humble niveau, moi je ne suis que conseiller régional jeune. Je ne vais pas dire c'est moi qui ai fait. Non, je reste lucide, etc. Si vous êtes conseiller régional jeune, vous n'avez pas un impact. Donc je vous laisse terminer. Je vous invite à me laisser terminer. Je vous demande d'éviter de me faire des procès d'intention sur j'ai fait ci ou j'ai pas fait ça. Et les communications que je fais sur mes réseaux sociaux, pas mes propos, elles ne me concernent que moi. Parce que j'ai dit. Et je vous dis, vous faites écho à un engagement qui n'est pas un mandat électif à proprement parler. Et je crois qu'on s'écarte, monsieur le maire. Du coup, n'hésitez pas à corriger ce qui est écrit sur vos réseaux, parce que ça semble erroné. On va revenir sur le sujet, mais oui, effectivement, ça, si je peux vous assurer d'une chose, c'est pas parce que vous êtes intervenu qu'on a eu la polarité. Ça, c'est une évidence. Vote.